Alors, la dernière question. Y a-t-il aujourd'hui une utopie à vivre pour la gens sémiotique, c'est-à-dire pour le peuple sémiotique? Quel avenir de la discipline, proche ou lointain, peut-on attendre raisonnablement, espérer avec passion? Alors voilà une question bien difficile, et c'est surtout nos descendants qui seront en mesure de savoir si la réponse existe. Alors, la première constatation, en quelque sorte, c'est évidemment un peu de désespoir, puisque tout de même les grands massifs de la pensée grémassienne n'ont pas résisté à l'usure du temps, puisque dans les faits, je dis bien dans les faits, pratiquement plus personne ne se sert du carré sémiotique, ou quand il s'en sert, c'est pratiquement en s'excusant. Et d'autre part, le parcours génératif n'a jamais été franchement tenté. Il n'y a pas d'analyse qui soit rigoureusement conduite à partir du parcours génératif, ou alors je ne la connais pas, et effectivement, je suis loin de connaître tout. Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer? Bien, on peut espérer deux choses. C'est une hypothèse de continuité. C'est que la sémiotique est capable de faire sienne, d'assimiler tout ce qu'il y a de bon dans la culture. C'était d'ailleurs l'opinion de Greimas, mais qui la présentait d'une façon un peu cynique. Quand Greimas entendait un exposé de qualité au séminaire d'un non-sémioticien, il murmurait entre ses dents ou au café « il faudrait sémiotiser cela », c'est-à-dire vampiriser et prendre tout ce qu'il y a de bon. Donc ça, c'est une chose que nous pouvons faire, qui est à la portée. C'est ce que j'ai essayé de faire avec Valérie, notamment, de montrer quel enrichissement certaines remarques de Valérie, certaines audaces de Valérie pouvaient être utiles aux sémioticiens pour excéder à chaque instant les limites qu'ils se donnent. Parce que, justement, il y a deux sortes d'esprits. Ceux qui se contentent des limites existantes et qui se trouvent très bien à l'intérieur de ces limites, et ceux qui essayent toujours d'aller voir ce qu'il y a de l'autre côté du mur. Donc dans certains cas, il y a chez Valérie des possibilités, notamment par exemple, c'est pour moi un grand réconfort de voir que l'hypothèse que je défends, reposant sur les 4 grandes dimensions, le tempo, la tonicité, la spatialité, la temporalité, Valérie les retrouve, considère que leur séparation, je dis bien leur séparation, caractérise l'action humaine. Tandis que dans ce texte magnifique, indépassable qu'est le texte L'homme et la coquille, justement dans les créations végétales, il est impossible, dit-il, de distinguer le temps, l'espace, la durée, la forme, la morphologie, la transformation. Tout est confondu, tout est magnifiquement lié, et nous pouvons tout faire sauf faire une coquille. Nous pouvons la reproduire, mais la reproduire mécaniquement, mais nous ne pouvons pas reproduire le fer du mollusque qui était logé à l'intérieur. Et d'ailleurs, Valérie, pour bien nous faire sentir la différence, dit que ce mollusque, dans ses calculs, est supérieur à Einstein lui-même. Il a élaboré des ordres de complexité que l'esprit humain ne saurait atteindre. Donc, essayez de traduire en termes sémiotiques ce qu'il y a de valable dans la culture, c'est-à-dire de se montrer prêt à écouter les voix d'autrui, même des voix non sémioticiennes. Et la deuxième direction, c'est la question du possible. Le reproche que je ferai à la sémiotique grémassienne, c'est d'avoir magnifiquement mis en forme la nécessité et d'avoir ignoré la possibilité. J'en ai déjà dit un mot, c'est, comme le disait Coquet, la sémiotique de celui qui a bien appris sa leçon et qui a appris cette unique leçon et qui croit qu'il n'y en a pas d'autre dans le monde. Donc faire une place au possible, et justement, c'est souvent par la concession que le possible apparaît dans l'existence humaine et dans le discours. Voilà en quelque sorte les deux voies, récupération de tout ce qu'il y a eu de bon dans le passé et agrandissement
du système par inclusion de possibles non prévus jusque-là. C'est pourquoi il faut faire une place au survenir, à l'événement. Ce qui fait qu'il y a de nouvelles possibilités dans l'existence humaine, c'est justement à partir de ce don, parfois catastrophique, mais parfois salutaire, providentiel, qu'est l'événement. Et donc ce que je voudrais proposer, c'est de faire une sémiotique raisonnée de l'événement. Je ne suis pas le seul, Deleuze, Foucault, là aussi à une autre échelle que la mienne, ont essayé de proposer une théorie du discours qui fasse une place, qui accueille l'événement sans le réduire en quelque sorte, en le pensant, beaucoup pensent l'événement, mais pour le faire disparaître, pour l'égaliser en quelque sorte, pour raser l'événement de ce qu'il porte en lui-même, c'est-à-dire des possibles que nous ignorions jusque-là. Voilà ce que je pouvais dire sur cette question. Alors, vous me posez une question personnelle, directe, en quelque sorte. Oui, excusez-moi. C'est que mes textes porteraient un air de bonheur, en quelque sorte, ou de joie. Eh bien, cela tient à une chose assez simple. Quand j'étais jeune, je m'intéressais évidemment à la littérature, et j'imaginais que je ferais quelques études sur tel ou tel auteur, sur les auteurs que j'aimais, j'écrirais un article de 20, 30 pages, etc. Un sur Baudelaire, évidemment, un sur Rimbaud, peut-être un sur Proust, et ainsi de suite, et que, au fond, voilà ce dont je me croyais capable. Je n'imaginais pas plus. Or, il me semble que j'ai, évidemment, sous condition, qu'est-ce que l'avenir fera de tout cela, je n'en sais rien. La culture, je l'ai dit, c'est un cimetière, avant toute chose. C'est le grand cimetière des idées, des espérances et des espoirs des uns et des autres, des espoirs de survie. On a compté un moment, puis il y a un jour où on ne compte plus, où l'on compte pour des gens que l'on méprise. Alors il se trouve que, et encore une fois, sans fausse modestie, que j'ai fait des choses dont je ne me croyais pas capable. J'ai réalisé plus de choses. On m'aurait dit que je rédigerais un traité théorique à peu près complet, qui ne contienne pas trop d'absurdités, et qui puisse enrichir d'autres cerveaux que le mien. J'aurais dit certainement pas. Donc la sémiotique a élargi mes possibilités dans tous les sens. Elle m'a fait connaître des gens merveilleux, elle m'a permis de m'approcher d'un très grand esprit qui est celui de Greimas. Et je crois que Greimas a eu un rapport qu'il n'avait pas avec les autres membres du groupe. Il me laissait faire ce que je voulais. Ce qui n'était pas, je crois, le cas de tous, où il tenait, comme on tient un cheval par les rênes et on le retient. Greimas surveillait souvent les travaux des membres qui l'entouraient. Ça n'a jamais été mon cas, il m'a toujours laissé faire de façon souveraine. Alors est-ce que je me trompe? Est-ce que moi j'ai voulu y voir une marque de confiance? En tous les cas, bien m'en a pris, même s'il ne le pensait pas. Moi je l'ai vécu comme une marque de confiance et comme un encouragement, ce qui m'a permis d'écrire des choses parfois surprenantes, parfois audacieuses, parfois bienvenues, parfois un peu difficiles à comprendre, et d'aller de l'avant. Donc de ce point de vue, la vie a été, disons, généreuse avec moi. Elle m'a permis de me réaliser, et encore une fois, sur le plan des œuvres et sur le plan des relations. Par exemple, une chose qui m'a sidéré, quand j'ai soutenu mon doctorat, Greimas mis à part, tous les autres membres du jury me tutoyaient, c'était des amis. Et j'avais assisté à la Sorbonne à des soutenances de thèse, c'était toujours vous, et là c'était toi, tu, etc. Et je regardais autour de moi, une soutenance de thèse qui était sous le signe du tutoiement était quelque chose d'incroyable. J'ai jamais vu une soutenance de thèse où les membres du jury s'adressaient au candidat en le tutoyant. Donc ça c'est quelque chose de fort sympathique, je trouve. L'amitié et le savoir se trouvaient en quelque sorte réunis ce jour-là.
C'était pas une soutenance officielle en quelque sorte, c'était une réunion entre amis, surtout quand le président du jury a conclu en une phrase: je ne comprends rien à ce que fait Zilberberg, mais vous en dites tous du bien, donc je vous crois. C'est évidemment des choses très agréables, auxquelles je ne m'attendais pas quand j'étais jeune. Toujours le survenir. Merci.